Alors, nul besoin ici de faire une introduction générale sur la crise à laquelle nous sommes confrontés, puisque le module et les conférences précédentes sont précisément là pour dresser la complexité de la situation et des enjeux et nous faire saisir la dimension systémique. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de nous projeter sur la question de comment réduire l'impact environnemental du citoyen et de comment s'engager. Et pour traiter ce sujet, nous avons le privilège de recevoir 4 intervenantes et intervenants, dont je vais faire une présentation évidemment trop superficielle et partielle, mais dans cette discussion, ce sera justement l'occasion de revenir sur vos parcours à tous et toutes, puisque vous êtes ici précisément parce que vous êtes des exemples inspirants, aussi bien par vos parcours que vos réflexions, vos valeurs, vos actions, vos engagements à différentes échelles. Donc je vais commencer par Hélène. Alors après un début de carrière dans la finance, puis dans une ONG environnementale, tu t'orientes vers une formation en agriculture. Tu réfléchis sur la façon de mener une transition générale vers la recherche d'autonomie en permaculture et tu es aussi professeur à mi-temps. Et donc tu constitues un exemple marquant de transition individuelle. Julien, après des études de droit et de politique internationale, puis des expériences marquantes à l'international, tu crées un site répertoriant des actions, des outils, des ressources pour une éco-citoyenneté, ça s'appelle ça-commence-par-moi.org. Tu as rédigé cette année, donc en 2022, un ouvrage, 2030 glorieuses, qui livre des utopies et un imaginaire du monde de demain. Arthur Gosset, donc tu es ingénieur en génie environnemental et avec ta compagne, tu es auteur et réalisateur du film Rupture. Un documentaire sur le changement de cap des étudiants et jeunes diplômés face aux enjeux écologiques et sociaux actuels. Et pour finir, Anatole Chouard, donc tu as étudié les mathématiques appliquées à l'école polytechnique, puis la modélisation mathématique en master à University College de Londres. Et maintenant, tu es conférencier et vulgarisateur scientifique sur les enjeux écologiques et tu tiens notamment la chaîne Chez Anatole. Alors, je commencerai par un constat logique, c'est-à-dire que pour commencer à réduire notre impact, il faut le comprendre, notamment pour arbitrer les priorités et ne pas se perdre dans les méandres trop convaincants, hélas, du greenwashing. Donc, peut-être pour commencer, comment comprendre notre impact personnel? On va peut-être remettre les bases dès le départ et ensuite on va voir ce qu'on peut faire à niveau individuel, etc. Donc, il y a un rapport pour regarder l'impact individuel, ce qui est, je pense, va être le sujet de la conversation aujourd'hui. Il y a un rapport qui s'appelle Faire sa part. Et ce rapport, il a dit quoi? Il a dit on va essayer d'avoir les bons ordres de grandeur pour savoir de notre bilan carbone, quelle partie on peut baisser avec des actes individuels et quelle partie ça va être pour les entreprises et l'État. Alors c'est une simplification parce que tout est lié, mais le problème c'est que pour l'instant les individus, en tout cas il y en a beaucoup qui disent le problème c'est les entreprises polluantes, les entreprises disent oui mais nous on respecte les lois de l'État donc c'est à l'État de changer et l'État qui dit oui mais nous on est élus par le peuple donc il y a un triangle qui est vicieux, il faudrait qu'il soit vertueux. Donc ils se sont dit on regarde le bilan carbone moyen d'un Français, il est à peu près 10 tonnes. Ils avaient 10,8, maintenant c'est 10 tonnes. Ok, 10 tonnes. Il faut aller à quoi? 2 tonnes. Bon on va faire la somme de toutes les actions individuelles. Déjà, on regarde tout ce qui ne nécessite aucun investissement. Donc là, par exemple, passer un régime végétarien, ça ne demande pas beaucoup d'investissement, quasiment rien, par rapport à faire une isolation de son bâtiment, par exemple. Donc faire ça, plus prendre les transports en commun, moins prendre les transports routiers, etc., moins d'avions, etc. Et donc là, ils ont vu, on peut baisser déjà de 2,8 tonnes comme ça, avec ce comportement qu'ils appellent héroïque. Et ensuite, ils se sont dit, là maintenant, on peut rajouter maintenant des actions qui, là, demandent un investissement. Donc il y en a 2 principales, c'est passer à la voiture électrique et isoler son bâtiment. Et là, ils ont vu, en gros, on peut faire individuellement 50% du chemin. 50% de la baisse pour arriver à 2 tonnes. Okay, et ça veut dire que le reste, ça doit être les entreprises et les gouvernements qui font le reste de la baisse. Donc, la conclusion principale, c'est que c'est pas suffisant, mais c'est complètement nécessaire. Et après, ils se sont dit, mais là, je ne sais pas si c'est aussi important, ils se sont dit, est-ce que les Français vont vraiment faire ça? Et ils ont fait un sondage et ils ont vu qu'il y a à peu près 20% des Français qui veulent complètement faire ça, 20% qui sont réfractaires à tout changement, et le reste, 60% qui va se décider dans les prochaines années. Et donc, ils se sont dit, en gros, c'est un Français sur 2 qui va respecter ça. Et donc, au lieu de 50% qu'on pourrait faire individuellement, c'est 25% de la baisse. Et
malheureusement, c'est ce 25% qu'on entend un petit peu dès qu'on entend parler du rapport faire sa part, mais ce serait 50% en fait le vrai chiffre à retenir. Voilà, à peu près. Donc voilà, ça c'est pour avoir les ordres de grandeur. On a parlé ici que de l'empreinte carbone, hein. Il y a d'autres sujets environnementaux que le carbone, c'est une des 9 limites planétaires, il y en a d'autres. Mais voilà, c'est pour faire un petit peu un premier constat. Ce rapport, il est paru avant tout ce qui est arrivé de Covid et aujourd'hui de crise énergétique, avec du coup une notion, un rapport à la contrainte, je pense, qui est littéralement complètement différent entre 3 ans en arrière et maintenant, en termes de prise de conscience, en termes d'acceptation ou pas de se limiter dans ses libertés pour le bien commun, ce qu'on a fait ces quelques dernières années là pour les personnes les plus âgées, et ce qu'on doit faire maintenant. Pourquoi pas pour les Ukrainiens, pourquoi pas pour les forêts dans les Landes, pourquoi pas pour les Bangladais. Tout ça est très lié, parce que pour l'instant, ce triangle qui est vicieux, il pourrait devenir vertueux, mais donc ça montre que les trois sont liés, entreprise, gouvernement, individu. Bon, bah, très bien, on signe, non? 25%, c'est un bon... Non, c'est un bon délai. Et 50, peut aller jusqu'à 50. Le climat, c'est qu'une petite partie du sujet environnemental. Hein. On a un problème sur la biodiversité qui est encore bien plus grave, en fait, et qui n'a rien à voir avec les émissions de gaz à effet de serre, hein. Notamment à cause des pesticides. Je pense que vous aurez Pierre-Henri Gouillon qui vous en parlera. Voilà. Et donc, il y avait cette histoire de partir à la campagne. Et à la campagne, qu'est-ce qu'on fait? J'ai commencé du coup à m'intéresser à vraiment comment fonctionnait le vivant, à faire de la bio pure et dure. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, attends, on a rasé 70% des forêts sur Terre, donc on a détruit 70% du troisième plus gros puits de carbone de la planète, puisque le deuxième, c'est les sols. Et on a labouré, ce qui relargue énormément de carbone dans l'atmosphère. Hein. Il y a le projet 4 pour 1000 qui dit que si on augmentait de 4 pour 1000 le taux de matière organique dans les sols, on capturait l'intégralité des émissions anthropiques. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que l'agriculture, c'était un sujet qui était totalement systémique, hein, puisqu'aujourd'hui, la nature, en fait, c'est l'agriculture dans l'écrasante majorité. Et c'est pour ça que j'ai commencé à réfléchir à une agriculture vertueuse. Donc en fait, partir faire de l'agriculture, ça venait répondre à tous les enjeux, et quelque part, ça me paraissait naturel. Maintenant qu'on a compris comment réaliser notre empreinte carbone pour pouvoir arbitrer justement les choix de changement et de transition individuelle, si on passe plus sur le volet action, est-ce que pour celui qui a envie d'amorcer cette transition personnelle à différentes échelles, il y a une méthodologie de transition, il y a des guides, des modes d'emploi, des collectifs auprès desquels on peut se rapprocher pour essayer d'amorcer son propre changement, éventuellement pas se sentir seul, isolé et amorcer quelque chose? Il y a un documentaire à aller voir. Très important. Non, il y a beaucoup de collectifs qui existent. Je pense qu'effectivement, la notion de collectif est super importante, parce qu'on n'est pas seul, quoi. Je pense que vous aurez d'autres collectifs à citer aussi. Moi, je peux en donner quelques-uns. Alors, c'est pas forcément pour les étudiants. Ce collectif-là, c'est le collectif Paumé de Make Sense. Ils organisent des ateliers, ce qu'ils appellent des apéros paumés. Bon, les personnes qui se questionnent et qui sont un peu en quête de sens. L'idée, c'est de partager des témoignages, de faire un point où on en est dans sa vie, quoi. Bien sûr, tous les collectifs d'ingénieurs engagés, c'est un super collectif aussi. Vous avez le collectif des shifters, mais qui sont plus à destination pour le coup des ingénieurs, je crois. En termes de collectif, est-ce que vous pensez à d'autres choses? Pour un réveil écologique. Pour un réveil écologique, bien sûr. Pour les étudiants aussi. Au moins à suivre, parce que en fait, je trouve que aussi ça, on prend conscience en suivant vraiment les actualités sur les réseaux, donc sur LinkedIn, sur les réseaux, pour un réveil écologique, qui font du super taf. Parce que se rendre utile, ça permet de se réaliser. Et en fait, malheureusement, moi je trouve que ça devrait être obligatoire un service dans une asso. En fait, aujourd'hui, la plupart des gens n'ont même pas pu ressentir à quel point c'est satisfaisant d'être utile aux autres, à quel point on se sent bon, exister, mieux, et c'est une véritable chance, et c'est vraiment dommage en fait que les gens se réalisent par la consommation, parce qu'ils seraient 1000 fois plus heureux en se réalisant, en faisant des bonnes actions. Ça paraît encore, on fait référence à Baden-Powell. Sur le couplage justement entre les différents aspects, parce qu'il ne faut pas se focaliser que sur le carbone, et notamment avec ces solutions purement technologiques, on oublie que même si on arrive à capter tout le carbone excédentaire qui nous embête, ça ne règle pas la totalité du problème, parce qu'on a quand même la biodiversité qui s'effondre, nos sols qui sont en train de mourir, etc. Donc, le plastique dans les océans. Le cycle de l'eau, l'épuisement des océans. Donc là, en recentrant le débat sur la captation de carbone
par l'intermédiaire du vivant et de l'écosystème, on répond plus globalement à la problématique. C'est très difficile de parler de tous ces sujets en 2 heures. Et je trouve que la question de la technologie, elle représente assez bien la pauvreté des débats actuels. Et donc, notre difficulté à nous d'arriver à aborder cette complexité. Moi, franchement, j'aimerais que les gens ressortent de ces 2 heures avec beaucoup plus de questions que ce qu'ils avaient au début en nous écoutant. Parce que, en général, quand on parle de technologie, on fait un lien assez rapide entre, du coup, notre vitesse de croisière de surconsommation et notre possibilité de juste remplacer certaines de nos habitudes par des choses un peu plus vertueuses. Typiquement, en général, revient très rapidement la conversation autour du véhicule électrique. Et donc, on pourrait continuer à rouler autant qu'on veut, où on veut, pour aller au travail, aller-retour tous les jours, parce que on aurait très bien des véhicules zéro carbone, des véhicules neutres, des véhicules, alors qu'en fait, rien que la posture individuelle fait qu'on continuerait du coup à avoir autant de véhicules qui passent 90% inutilisés, qui en plus s'ils étaient électriques émettent 2 fois plus de CO2 rien qu'à la production, avec en plus les enjeux de retraitement, des déchets, des extractions et de l'énergie qu'il faudrait avoir pour charger toutes les batteries qui seraient branchées le soir, etc., etc. En fait, ce qu'il y a de sous-jacent, et je voudrais juste commencer à toucher du doigt ce sujet qui est pour moi essentiel, c'est la notion d'hubris. Et donc du coup, la notion d'hubris, ça veut dire quelle est la place de cette volonté de domination, d'accumulation, de pouvoir démesuré, on laisse dans nos sociétés ou pas. Si cette technologie, elle est utilisée justement pour jouer à la PlayStation sur des écrans 28 pouces qui seront dans nos voitures de 2,5 tonnes, alors on a perdu. Game over. Las Vegas sur la planète, on va tous crever. Par contre, si cette technologie, elle est mise au service de quelque chose qui dépasse cette hubris, alors on parle de low-tech, d'une technologie qui rendrait les gens autonomes, qui permettrait d'avoir une frugalité, qui créerait des vides qu'on pourrait à nouveau remplir dans nos vies par tout ce qui nous intéresse. Et en fait, en vrai, moi, j'aimerais parler que de ça, de tout ce qu'on peut faire pour remplir nos vies autrement que par une quête de la suraccumulation d'objets, de domination, de pourvoir, etc., et qui, en fait, nous rend malheureux. Juste pour résumer, je voudrais dire qu'en fait, on peut effectivement exterminer toute la nature et tout le vivant de façon décarbonée et que donc décarboner, ça suffit pas du tout, quoi. Pour moi, décarboner, ce sujet de la décarbonation, aujourd'hui, malheureusement, s'apparente extrêmement souvent à du greenwashing, effectivement. C'est une bonne porte d'entrée, mais on va dire c'est pour moi le tout début du commencement du chemin, quoi, effectivement. C'est un moment, très bien. Voilà. Mais il faut vraiment pas s'arrêter là, quoi. En fait, derrière, il faut falloir donner beaucoup plus de profondeur. Et aussi, je sais pas si on va en parler, mais à un moment, on a parlé des métiers vertueux. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a comme métier vertueux, justement, parce que ça devient très compliqué à trouver, puisqu'on bascule énormément dans le greenwashing côté décarbonation. Je vais dire un truc sur la technologie, parce que je trouve que ça aborde un sujet qui est quand même super important aussi, qui est la question de la radicalité, en fait. Tout le débat qu'on entend en public entre est-ce qu'il faut effectivement passer à la voiture électrique, etc. ou pas, en fait, ça pose la question de la radicalité. Qu'est-ce que c'est que la radicalité? À pas confondre avec le radicalisme, c'est pas la même chose. La radicalité, c'est le fait d'aller à la racine du problème, à la racine des problèmes. Et donc, en fait, quand on se pose la question de la voiture électrique, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut pas uniquement regarder, c'est exactement ce que tu disais, ce que vous disiez. Pas uniquement regarder l'impact écologique de la voiture électrique, il faut regarder effectivement les conditions sociales dans lesquelles travaillent les personnes qui fabriquent les composants, d'où viennent les composants, quel va être l'impact sociétal du fait de produire des voitures, est-ce que ça va pousser les gens à consommer toujours plus, à se déplacer toujours plus loin, toujours plus vite. C'est ça la radicalité, je pense. Et du coup, le débat technologique pose vraiment cette question-là et je trouve que c'est super intéressant. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de personnes se tourner, notamment, tu l'as cité, vers les low-tech. Les low-tech, qu'est-ce que c'est? C'est des solutions technologiques, mais de base technologie, justement, qui existent, en fait, depuis des dizaines, des centaines d'années, voire des millénaires. Le vélo, c'est le meilleur moyen de transport low-tech. Je pense quand même, et ça, c'est vraiment un avis très personnel. Les chaussures aussi. Je pense que les chaussures, il y a plein de choses. Il y a plein de solutions qu'on connaît déjà, quoi. Sur le côté éco-anxiété, pour finir un peu sur cet aspect-là, je pense qu'on a tous été plus ou moins déjà atteints d'éco-anxiété. Quelle est la voie pour aller au-delà de cette éco-anxiété? Est-ce que l'action-engagement, c'est une des voies pour traiter cette éco-anxiété? Et est-ce que la question de la trajectoire, c'est-à-dire pouvoir visualiser un futur possible, n'est pas super essentielle? Et toi, par exemple, dans tes exemples de rupture que tu as pu documenter, comment est-ce qu'ils arrivent à se projeter éventuellement dans un futur souhaitable, même si c'est complexe, même si ça va être difficile, mais pas impossible pour autant? Ouais, je pense que le fait de, Julien pourra en parler aussi avec les utopies, mais le fait de se projeter dans un futur en disant ok, là on peut y arriver dans un futur qu'on imagine, qui est souhaitable, qui est désirable, tout ce que vous voulez, même si on ne voit pas forcément toutes les difficultés qu'on va traverser pour y arriver.
au moins se projeter vers là, je trouve que c'est extrêmement rassurant et ça montre que c'est possible aussi. Donc pour moi, l'éco-anxiété, il y a plein de paramètres et après, l'éco-anxiété, encore une fois, c'est très particulier parce que ça se soigne pas comme on peut soigner d'autres maladies avec un médicament. C'est un truc, c'est pas une maladie quoi. C'est un sentiment, c'est un mal-être. Moi, je suis assez régulièrement éco-anxieux et je sais que c'est quelque chose qui va m'accompagner tout au long de ma vie parce que j'ai jamais appris à gérer mes émotions parce qu'en cours, j'apprenais du latin et on n'apprenait pas à gérer nos émotions. Petit big up aux enseignants qui nous écoutent et à quel point je pense qu'il faut transformer nos formations. Tu veux dire que ça te revient par phase? Ça revient par phase, il y a des moments, et même si je suis vraiment dans l'action, mais il y a des moments où je prends conscience, par exemple, je suis confronté à des personnes qui sont dans le déni, quand bien même j'essaye pas de les changer parce que ça me frustre plus qu'autre chose. Il y a des moments, puis après, vu que je pense que ça va aussi avec les hormones, la sensibilité, plein de choses, ça s'explique pas forcément, mais je traverse ces phases d'éco-anxiété, et je sais que j'en aurai d'autres. Et du coup, moi, ce qui me rassure, ce que je vois, c'est vraiment le côté collectif qui fait du bien, de pouvoir en parler, de se retrouver avec des personnes qui vivent comme nous, qui vivent les mêmes choses que nous, à différents âges, parce que ça touche pas que les jeunes. Le côté collectif, le côté action, bien sûr, donc se projeter vers des utopies. Et un troisième point, un troisième volet qui, je pense, est tellement important et ça fait le lien avec les utopies, c'est le côté art aussi, quoi. On a besoin d'art, on a besoin de rêver, on a besoin de se projeter dans des mondes, on a besoin de danser, d'avoir de la musique, de voir des films, d'écrire des poèmes, des trucs qui vont nous donner le smile, quoi. Et en plus, c'est des projets collectifs. Et je pense que l'art, c'est vraiment un enjeu énorme. Et je pense que tu peux aussi compléter le côté utopie. Moi, tes podcasts vraiment à chaque fois me donnent le smile parce que tu projettes les gens vers un futur souhaitable. J'ai vu une conférence d'un conférencier qui s'appelle Yannick Roudot qui fait une conférence qui s'appelle Bienvenue en 2040 ou Bienvenue en 2050. Et c'est exceptionnel parce que vraiment il nous emmène. Alors il parle comme s'il avait 40 ans en 2050 et en gros il a 20 ans, enfin 40 ans en 2040 pardon, et puis 20 ans en 2020, donc comme s'il avait mon âge grosso modo. Et il nous projette dans le monde qui sera le monde en 2040 quoi. Et c'est un monde complètement désirable. Et oui, on a traversé des difficultés et je trouve que ça fait du bien de se projeter dans des où on se dit c'est possible quoi. On peut y arriver. Et je trouve que c'est assez rassurant. Et après encore une fois, je pense que chacun gère les choses différemment. Oui, le jardin c'est de l'art. Oui. Je sais que ça vous fait rire, mais non mais franchement, moi je le vois comme, moi je le vois comme un truc merveilleux. Oui. Mais moi j'aimerais bien entendre Julien sur les utopies. Enfin, sur ce que tu veux d'ailleurs, mais... Le côté éco-anxiété, moi, ça m'a tout de suite fait penser à ça. En fait, on est beaucoup confronté finalement, qu'on le veuille ou non, à notre finitude. Je pense que s'il y a quelque chose qui là, parle forcément aux médecins, c'est cette relation à la mort dans son ensemble. Et donc, cette éco-anxiété, parce qu'on voit la mort des forêts, parce qu'on voit la mort du vivant, parce qu'on se projette dans toutes les difficultés qui vont potentiellement susciter notre mort ou celle de notre proche. Ça nous tire vers le bas et je crois que le lien, il est assez évident. Donc, accueillir cet inconfort et le considérer et lui donner de la place et se laisser impacter par cet inconfort, ça me semble être essentiel. Le nombre de fois où j'ai entendu des médecins qui disent le jour où je suis blindé et que la mort de quelqu'un ne me fait plus rien, il faut que j'arrête parce que là, il y a quelque chose qui marche plus. Ça me fait penser à ça. Je crois que la partie de l'humanité qui est complètement insensible à la mort du vivant qui est en train de se jouer absolument partout, à toutes les échelles, ça montre un danger. Et là est la vraie maladie, à mon avis. Les éco-anxieux, on le dit souvent, ils sont pas malades, ils sont conscients, ils sont réveillés, ils sont lucides. Et donc je pense qu'il faut accueillir ça et il faut pas le rejeter, il faut pas le combattre. Mais il faut réussir Par contre, quand on l'accueille, effectivement, on le dépasse. Et on le dépasse par le collectif, on en a souvent parlé, on le dépasse par la mise en action, on le dépasse par la beauté qui est de partout et notamment dans la nature. C'est bien l'intérêt du module et de la table ronde, c'est de comprendre que c'est normal d'être éco-anxieux, mais de ne pas se sentir seul face à l'éco-anxiété et avoir des perspectives pour s'en servir. C'est le pire truc qui peut nous arriver et vouloir le mettre de côté, ne pas oser en parler, c'est aussi, c'est vraiment, je pense, une catastrophe. J'ai l'impression que je fonctionne beaucoup mieux quand je lutte pour quelque chose plutôt que je combats contre quelque chose. Ça dépend vraiment des énergies des uns des autres. Il y a des personnes qui ont besoin d'être contre et qui vraiment se dépassent grâce à ça. Moi, j'ai besoin de lutter pour. Et ça peut évoluer aussi. Et ça peut évoluer. Bien sûr. C'est alternatif parfois comme courant, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais quand même tendance à dire que si on veut massifier et surtout tenir sur le temps très long, parce qu'en fait, il faut qu'on soit capable d'avoir cette conversation dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 200 ans, eh ben, il faut, à mon avis, alimenter d'une énergie qui nous permette de construire plutôt que d'être dans une opposition permanente, parce que cette opposition, ce fait de lutter contre, à force, il peut aussi
faire en sorte que ses ennemis prennent encore plus de force, prennent encore plus d'ancrage, et ça peut être aussi un risque. Et donc, c'est lutter pour imaginer tout ce qu'on a gagné. Et sur ça, et je le dis très rapidement, il y a plein de gens aujourd'hui en France, et de plus en plus, ça je pense que c'est une vraie chance, qui travaillent à dire qu'est-ce qu'on a à gagner, plutôt que de parler de tout ce qu'on a à perdre, parce qu'il va falloir arrêter de manger de la viande, parce qu'il va moins falloir prendre la voiture, parce que c'est terminé l'avion. C'est quelles sont nos nouvelles abondances. Dominique Méda, qui est une sociologue qui parle beaucoup du travail, de l'économie, elle parle de toutes les nouvelles abondances. Il y en a plein. Quelles sont les nouvelles croissances? Comment on va pouvoir mettre à la poubelle le PIB pour mesurer toutes les futures croissances de la France? J'aimerais qu'on parle de la sensibilisation, parce que c'est aussi un des leviers d'action qu'on peut avoir individuellement. Et de la même manière qu'il faut comprendre notre impact pour arbitrer les priorités dans notre réduction environnementale, je pense qu'il est important d'arbitrer les profils à sensibiliser, parce qu'on est tous confrontés à des gens qui peuvent être complètement réfractaires à ce discours, même au sein de notre famille, au sein de nos proches. Et donc, savoir où mettre notre énergie de sensibilisation, auprès de qui il faut le faire, quand est-ce qu'il faut plutôt s'arrêter et même lâcher le débat quand il peut paraître stérile. Peut-être que toi, Anatole, vu que tu es dans la vulgarisation, tu peux commencer à répondre à ça. Parfois, je pense qu'il faut le lâcher plus vite que ce qu'on le fait. Et c'est-à-dire, quand il y a ce fameux oncle, eh ben, On a tous le même. je pense que tout le monde a cet oncle. Et qu'on commence à lutter contre lui. Et bien sûr, on va dire tout ce qu'on vient de dire autour de cette table, mais il va être contre. Ça va pas évoluer. Voilà. Et donc, ça va non seulement pas évoluer, mais ça va le renforcer dans ses idées, dans sa position, et ça va faire que le problème, en fait, il va être encore plus compliqué à gérer. Par contre, il y a des gens qui sont dans le doute, qui se disent « Tiens, là, je suis curieux, j'apprends des choses ». Là, ces personnes-là, elles vont aller beaucoup plus vite vers cette rupture, ces nouveaux questionnements, ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'on donne beaucoup trop d'importance à cet oncle et à toutes ces personnes comme ça. Et on a envie de leur répondre. Mais c'est normal, on a vraiment envie, parce qu'on se dit « Là, il est complètement dans le faux ». Et que peut-être qu'on fait un peu du mal. Parce qu'il y a malheureusement, depuis des années, mais surtout depuis la crise de la Covid, une confiance en la science qui est complètement ébranlée. Et même si on arrive avec tous les arguments factuels, on ne pourra rien y faire pour certaines personnes. Et parfois, selon les sondages, c'est 20-25% des gens qui ne croient plus en la science, en les recherches scientifiques. Je vais prendre un exemple, mon père. Si vous regardez le documentaire, vous allez voir que mon père est pas forcément climato-sceptique. Aujourd'hui, il l'est plus trop. Il l'était il y a 2-3 ans. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est assez ancré dans le technosolutionnisme, justement. L'homme va changer les choses, etc. Combien même je l'aime beaucoup. Et on a cette discussion dans le documentaire où il me dit « Oui, mais non, vous êtes catastrophiste, on va trouver une solution, on s'en est toujours sorti. » Et en fait, j'ai essayé toujours de le faire évoluer. Le film est sorti l'année dernière, et en fait, je me suis rendu compte que ce qu'il a fait le plus évoluer, c'est pas du tout ce que j'ai pu dire, mais c'est le nombre de personnes qui ont regardé le film. C'est débile, hein. Il est venu me voir, il m'a dit, à la sortie du film, il m'a dit « Ah, c'est marrant, en fait, t'es pas tout seul, vous êtes 6. » Je dis « On est quand même plus que 6 à se poser des questions et à vouloir agir pour le bien commun. » Et après, il y a eu des émissions radio, on est allé voir 25 000 étudiants depuis la sortie du film, et vraiment, je vois que c'est quelque chose qu'il travaille. Il me dit « Ah bon, 25 000 étudiants, ah bon, 30% des diplômés qui ont signé le manifeste, 30% des jeunes d'école d'ingé qui se reconvertissent, ah ouais, c'est énorme. » Donc, et je vois que ça le travaille, il se rend compte qu'il y a une espèce d'acceptation sociétale. Et comme tu le disais, en fait, il se dit « Ah mince, en fait, je suis à la marge, là. » Et il m'a avoué des trucs, mon père, qu'il m'avait jamais dit. Il m'a dit « Mais tu sais, Arthur, j'ai fait 2 ans de chômage. » Il m'avait jamais dit, parce que pour lui, c'était un échec. Et le fait qu'au bout d'un moment, il a compris que ma vision de la réussite n'était pas la sienne, il a osé le dire, et donc, je donne un exemple comme ça va pas forcément parler, mais c'est incroyable de l'évolution sociétale, parce qu'il y a justement cette minorité-là qui commence à prendre de l'ampleur, on lui donne de la place, et vraiment, moi, je crois à ça, quoi. Et hop, ça fait bousculer les autres. Ce qui est compliqué pour les parents, et d'ailleurs, je voulais dire ça aux enfants, on a beaucoup d'enfants qui sont venus nous voir après rupture, en nous disant, enfin des enfants, je parle en mon nom, hein, des jeunes qui sont venus nous voir en disant mais oui, mes parents ne comprennent pas, comment est-ce que je peux faire pour les faire évoluer, ou même des parents qui sont venus nous voir en disant mes enfants ne comprennent pas, parce que c'est pas que dans un sens, hein, comment je peux les faire évoluer. Un truc, nous on s'est rendu compte, c'est très compliqué de faire évoluer ses parents, c'est très compliqué de faire évoluer quelqu'un quand on a un lien émotionnel avec cette personne, parce que l'émotionnel rentre en jeu. Donc c'est pas vous-même qui allez les faire évoluer, c'est vos copains, c'est vos amis, voilà. Et puis c'est leurs amis à eux. Et aussi un autre truc aussi qu'il faut comprendre, et notamment pour vos parents peut-être, c'est que on n'a pas le même entourage. Nous, autour de nous, on a des jeunes qui sont engagés, qui veulent passer à l'action. Parfois, moi, je prends l'exemple de mes parents, autour d'eux, c'est normal de prendre l'avion, de partir un week-end à Barcelone, quoi. C'est normal.
Et même, ils vont être fiers de ça. Donc, il y a aussi cette forme d'acceptation, je pense, et ce recul à prendre, qui est pas simple, hein, moi j'ai encore du mal, pour accepter le fait qu'on est à des degrés différents, quoi. Il y a plein de choses sur lesquelles je me permets de rebondir rapidement, parce qu'il est trop tard pour continuer à avancer à tâtons et on a besoin d'être beaucoup plus stratège. Parce que en face, si on doit le dire comme ça, il y a des gens qui sont très stratèges et qui dépensent des millions et qui sont formés à continuer à faire en sorte qu'on reste avec le monde d'hier qui s'accroche malheureusement encore trop aujourd'hui et qui cultive ce doute. Et donc nous, on a besoin d'être au moins aussi stratège, au moins aussi presque retors et organisé. Et donc effectivement, si vous n'avez pas vu le film Goliath, je vous invite à voir le film Goliath parce qu'il y a tout un tas de personnes qui prennent la parole et qui sont payées pour disséminer du doute. Et donc le fait de prendre la parole, nous, et d'afficher des faits scientifiques, c'est hyper nécessaire. C'est hyper nécessaire. Et après, on a besoin de se former. Et là, dans tout ce que j'entends, je pense qu'on a notamment besoin de se former à la communication non violente parce que, en fait, si on veut réussir à changer de système, vivre dans un monde durable et solidaire, atteindre ce que j'appelle moi les 2030 glorieuses, on le fera pas chacun dans notre coin. On a besoin de le faire ensemble. Et donc, dans cette idée de comment on arrive à parler à quelqu'un qui est l'oncle homophobe, raciste, climato-sceptique et tout ça, il va falloir arrêter d'utiliser certains termes que j'ai encore entendus ici. Et même moi, pendant très longtemps, je les ai utilisés. Celui, par exemple, de convaincre. Parce que en France, on a la rhétorique un peu cavalière, voire guerrière, et donc on arrive dans un débat, et un débat réussi est un débat où il y a quelqu'un qui a gagné et quelqu'un qui a perdu. Sauf que dans convaincre, il y a vaincre. Et donc moi qui rentre dans le débat, j'ai pas du tout envie de perdre. Et donc je vais faire preuve de tout un tas de systèmes, de défense, de rhétorique, et regardez par exemple Clément Viktorovitch qui parle de rhétorique, c'est passionnant, pour voir jusqu'à quel point on a appris à être presque de mauvaise foi. Et donc, comment on fait? Eh ben, il faut pratiquer, à mon avis, une sorte d'aïkido rhétorique, presque de faire preuve d'empathie, de bienveillance forcée. Je le dis souvent comme une présomption de bienveillance chez l'autre, parce que, en fait, à partir du moment où on sort du combat, alors on se rend compte qu'on peut construire quelque chose ensemble. C'est hyper difficile. C'est hyper difficile. Et donc, un exemple concret, le nombre de fois, et on pourrait très bien reprendre l'exemple de mon père, où il est arrivé en me disant qu'effectivement, l'écologie est totale et machin, où j'ai essayé d'avancer un élément après un autre élément et lui montrer les chiffres et de l'envoyer vers tel ou tel rapport, ça n'a jamais marché. Pourquoi? Parce qu'on se retrouvait dans ces clivages que vous avez très bien listés. Le jour où j'ai arrêté de faire ça et que je lui posais des questions, et que j'ai essayé de comprendre ses peines, ses douleurs, ses incompréhensions et d'essayer de me mettre à sa place, alors ça a tout changé.